Le silence d'une soirée glaciale d'hiver à Moscou fut brisé par le bruit des pneus écrasant la route verglacée. Robert Fulton, chef du bureau de la CIA à Moscou, s'arrêta dans une station-service populaire auprès des diplomates locaux. Pendant qu'il faisait le plein, un Russe d'âge moyen l'aborda et lui demanda avec un fort accent anglais s'il était américain. Fulton, surpris, acquiesça. Le Russe déposa un papier plié sur le siège de la voiture et disparut dans la nuit. Le chef de la CIA, constatant qu'il était le seul avec une voiture immatriculée américaine à la station-service, réalisa que cette rencontre était planifiée. La note en russe était concise mais limpide. L'auteur prétendait avoir des informations confidentielles à partager avec un responsable américain approprié. Une rencontre était proposée dans la voiture d'un responsable américain ou à l'entrée d'un métro. La note incluait même des croquis des lieux et un code permettant d'identifier l'endroit choisi pour la rencontre. L'approche de l'homme russe représentait une occasion en or pour la CIA. S'il était sincère, ce serait une occasion rare pour la CIA de prendre pied à Moscou, au cœur même de l'Union soviétique. Gérer des espions et des collaborateurs à Moscou était certainement la tâche d'espionnage la plus dangereuse et la plus difficile. La CIA était consciente que le KGB utilisait des dangles ou de faux volontaires contrôlés par le KGB pour exposer le personnel de la CIA et obtenir des informations sur les méthodes de l'agence. Faire confiance à ce volontaire potentiel était une proposition risquée. Il s'est avéré que cet homme était Adolf Tolkachev, un ingénieur soviétique de haut rang travaillant pour Phasitron, le plus grand développeur russe de radars militaires et d'équipements avioniques. Plus tard décrit comme l'un des atouts humains les plus précieux de la CIA en Union soviétique, les informations qu'il a transmises aux Américains sur l'avionique soviétique, les missiles de croisière et la technologie radar ont permis aux Américains d'économiser environ 2 milliards de dollars en coûts de recherche et développement d'armement. L'établissement de la relation entre Tolkachev et la CIA serait un processus ardu. La situation pour la CIA à Moscou au moment du premier contact était délicate. Sans aucune information permettant d'identifier le volontaire potentiel, ni preuve de son accès à des informations sensibles, la CIA a finalement décidé de ne pas répondre au message. Tolkachev, néanmoins, poursuivrait sa quête sans se décourager. Il a de nouveau approché Fulton lors d'une froide nuit de février, glissant une autre note dans la voiture en passant. Cette fois, Tolkachev a répondu aux préoccupations de la CIA concernant une éventuelle provocation du KGB, affirmant être ingénieur avec accès à des informations sensibles, mais ne pas être compétent dans ce qu'il appelait les affaires secrètes. Il a renouvelé sa demande de contact avec de nouvelles instructions pour organiser une rencontre. La CIA a de nouveau choisi de ne pas répondre. En mai 1977, il y eut une nouvelle rencontre, où Tolkachev a frappé à la vitre de la voiture de Fulton pour attirer son attention, mais il a été ignoré. Il a réapparu en décembre de la même année, remettant une lettre à un Américain dans un marché local, le suppliant de la transmettre à un responsable américain compétent. À ce moment-là, la mission de Fulton en tant que chef de poste de la CIA à Moscou avait pris fin et il avait été remplacé par le jardinier Gus Hathaway. Hathaway avait une approche différente, plus ambitieuse. Son approche de l'espionnage était plus audacieuse que celle de son prédécesseur. La dernière lettre de Tolkachev était plus détaillée, et des croquis pour établir un contact, ainsi que 2 pages tapées d'examens de renseignements. Sur l'électronique des avions soviétiques, Hathaway a reconnu la valeur de ces infos et a pressé la CIA de le laisser agir, et de contacter le volontaire inconnu. Cependant, le siège est resté hésitant, évoquant le récent suicide de son agent Trigon, qui s'est donné la mort avec une pilule de cyanure de la CIA après son arrestation par le KGB. La responsable Martha Peterson a été déclarée persona non grata et expulsée d'Union des républiques socialistes soviétiques. Un autre incident dramatique survenu à la même époque fut un incendie au 7e étage de l'ambassade des États-Unis à Moscou, où se trouvaient les agents de la CIA. L'incendie mystérieux a considérablement endommagé et perturbé les opérations de la CIA. L'origine exacte de l'incendie restait inconnue, mais de forts soupçons d'implication du KGB pesaient. Peu après l'incendie, la CIA a perdu un autre agent à Moscou. Suite à ces événements, au grand désarroi de Hathaway, l'amiral Stansfield Turner, directeur de la CIA, a ordonné l'arrêt des opérations clandestines jusqu'à ce que la sécurité des agents soit garantie. Mais le destin est intervenu sous la forme d'une note du Pentagone en février 1978 citant l'intérêt de l'armée pour des renseignements sur l'électronique des avions soviétiques et les systèmes de contrôle des armes, précisément les informations proposées par le volontaire. Le siège a alors approuvé provisoirement le contact avec Tolkachev, en attendant une évaluation de l'échantillon de renseignements. Pendant ce temps, Tolkachev a de nouveau approché Hathaway et sa femme.
Cette fois, il a remis une note avec plus de détails et a proposé de fournir davantage d'informations pour permettre son identification. Tolkachev attendait à un arrêt de bus à l'heure et à l'endroit convenu, tenant 2 morceaux de contreplaqué avec des chiffres représentant ce manquant de son numéro de téléphone fourni précédemment à Hathaway. La femme de Hathaway souhait passer en voiture devant l'arrêt de bus à l'heure prévue et a obtenu les chiffres manquants pour compléter le numéro de téléphone fixe de Tolkachev. Après une planification minutieuse, John Gelscher, agent russophone de la CIA, fut désigné officier traitant et responsable de Tolkachev. Il a effectué une manœuvre de détection pour vérifier qu'il n'était pas suivi par les soviétiques et a appelé Tolkachev depuis une cabine publique. Cependant, c'est sa femme qui a répondu à l'appel et il a dû raccrocher rapidement. Gelscher a tenté de nouveau le lendemain, mais a obtenu le même résultat. Le 1er mars 1978, Tolkachev a de nouveau approché Hathaway et sa femme, leur remettant cette fois 11 pages manuscrites contenant des détails sur les efforts de R&D soviétiques dans le domaine des avions militaires. Il a révélé son identité complète, notamment son nom, son adresse, son emploi et son passé. Désespéré d'une réponse positive à ses efforts, il a averti qu'il l'abandonnerait sans une cette fois-ci. Le siège de la CIA a finalement autorisé la communication officielle avec Tolkachev. Plus tard, en mars 1978, Gelscher a contacté Tolkachev par téléphone pour confirmer la réception de ses documents et discuter des communications à venir. En août, Tolkachev a reçu une cache morte avec des instructions, des demandes de renseignements, du matériel d'écriture secrète, des lettres de couverture et un carnet unique pour les messages chiffrés. Tolkachev a envoyé à la CIA 3 lettres de couverture contenant des renseignements précieux. Il a également indiqué qu'il avait 91 pages de notes manuscrites qu'il souhaitait transmettre. En réponse, un plan a été approuvé pour une rencontre personnelle entre Gelscher et Tolkachev afin d'établir un système de communication dans le pays. La première rencontre en personne a eu lieu le jour de l'an 1979 et Tolkachev a remis 91 pages de notes contenant des informations détaillées sur son travail concernant les radars et systèmes d'armes soviétiques. Le bureau des services techniques de la CIA a analysé une note manuscrite de Tolkachev et a été impressionné par l'intelligence et la détermination de l'auteur. Ils ont noté son approche autodisciplinée, observatrice et consciencieuse. Tolkachev a progressivement révélé qu'il était motivé par le désir d'agir contre le régime soviétique en raison du traitement brutal infligé aux parents de sa femme. Tolkachev s'est marié à 30 ans et était avec Natasha depuis 22 ans. Natasha a grandi sans ses parents à cause des purges de Staline dans les années 30. Sa mère a été exécutée pour avoir rendu visite à son père, un homme d'affaires étranger au Danemark. Refusant de dénoncer sa femme, le père de Natasha l'a été envoyé dans un camp de travail. Natasha a été envoyée dans un orphelinat et n'a revu son père qu'à ses 18 ans. Il est décédé 3 ans après. Natasha était connue pour son opposition à l'état du Parti soviétique. En lisant et distribuant de la littérature interdite, elle était la seule de son groupe à voter contre l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie. Les événements de 1968 et ses convictions ont grandement marqué Tolkachev. Le couple avait également un fils, Oleg, qui étudiait dans un institut d'architecture. Tolkachev a affirmé n'avoir jamais révélé et ne pas compter révéler à sa famille son travail pour les services de renseignement américains. Avec une formation en radar optique mécanique et un diplôme de l'Institut Polytechnique de Kharkov, Tolkachev travaillait comme concepteur principal de systèmes à l'Institut de recherche scientifique sur le radar. Il bénéficiait d'un salaire confortable, parfois augmenté de primes pour ses inventions dans son domaine. Le poste de Tolkachev lui donnait accès à des informations cruciales sur les nouveaux armements soviétiques. Tolkachev lui-même n'était pas membre du Parti communiste et avait perdu tout intérêt pour la politique à cause de sa démagogie hypocrite. Ses raisons d'approcher les services de renseignement américains étaient évidentes. Il était un dissident dans l'âme, qui voulait contribuer à la cause grâce à son accès à des informations uniques et précieuses. Dans l'une de ses lettres, Tolkachev a écrit au sujet de sa décision de devenir espion, disant qu'un ver intérieur avait commencé à le tourmenter et que quelque chose devait être fait. Il a pensé contacter des groupes dissidents clandestins, mais l'accès aux informations précieuses qu'il détenait était une opportunité plus prometteuse. Malgré les dangers encourus pour lui-même et pour sa famille, Tolkachev était déterminé à mener son plan à bien. Il était déterminé à nuire au régime soviétique par tous les moyens possibles, sans faire marche arrière. Au milieu d'une opération d'espionnage complexe et risquée, la question de la rémunération s'est avérée être un sujet difficile à résoudre pour Tolkachev et la CIA. Tolkachev, qui était principalement intéressé à être rémunéré comme signe de la valeur que la CIA accordait à son travail, avait initialement proposé un plan en 7 étapes dans lequel il transmettrait des informations à la CIA sur une période de 12 ans, en Tudance.
En guise de compensation, Tolkachev exigea qu'on lui verse une somme à 6 chiffres, qui, selon une émission de radio qu'il avait entendue sur Voice of America, correspondait à peu près à ce que Belenko avait reçu lorsqu'il avait fait défection vers l'ouest en pilotant son MiG-25 jusqu'au Japon. En réponse, la CIA informa Tolkachev que le directeur du renseignement central avait approuvé le versement d'une somme en roubles équivalente à près de 100 000 $ américains. Tolkachev, cependant, fit remarquer qu'il avait commis une erreur. Lorsqu'il parlait de 6 chiffres, ce qu'il voulait dire en réalité, c'était 6 zéros, ce qui correspondait à une somme à 7 chiffres. Il fit valoir que la somme que l'Union soviétique devrait dépenser pour rééquiper ses MiG-25 était estimée à 3 milliards de dollars, et compte tenu de la nature des informations qu'il fournissait à la CIA, plusieurs millions de dollars constituaient un prix équitable. Malgré les allers-retours sur la question de la rémunération, Tolkachev a clairement indiqué que son objectif principal était de transmettre le plus d'informations possible à la CIA dans les plus brefs délais, quel que soit le danger potentiel. Il fut convenu que Tolkachev serait payé l'équivalent du salaire du président américain avec une augmentation annuelle s'il continuait à travailler efficacement. La plupart des fonds devaient être séquestrés en Occident, servant de sécurité financière si Tolkachev devait être exfiltré de derrière le rideau de fer. Tolkachev habitait un appartement confortable dans un immeuble partagé avec l'élite soviétique de l'aviation et des missiles. Il était bien payé et n'avait pas vraiment besoin d'être aussi généreusement rémunéré, d'autant plus que la rareté des biens de consommation à Moscou à l'époque faisait qu'il ne pouvait de toute façon pas dépenser ses gains. Tout au long de sa relation avec la CIA, Tolkachev s'est constamment soucié du bien-être et des intérêts de son fils Oleg. Il réclamait souvent de la musique et du matériel stéréo occidentaux, ainsi que d'autres effets personnels pour Oleg et des conseils pour capter les radios de l'Ouest. En février 1979, la CIA a laissé une cache morte pour Tolkachev avec un petit appareil photo d'espion, des instructions et une note opérationnelle. La note détaillait un plan de communication incluant appels, rencontres et échanges par cache morte. Tolkachev privilégiait les rencontres en personne, les jugeant plus efficaces et sûres que les caches mortes. Ainsi, dès avril 1979, les réunions en personne avec Tolkachev sont devenues le moyen de communication principal, avec plus de 20 rencontres durant les 5 années suivantes. Ces rencontres ont permis à Tolkachev de transmettre des centaines de rouleaux de films et de pages de documents, incluant des plans et manuels techniques. Les informations de Tolkachev étaient un nom précieux pour les États-Unis, leur offrant un aperçu des capacités militaires soviétiques et contribuant à définir la stratégie de défense américaine. Mais lorsque les autorités soviétiques ont découvert la coopération de Tolkachev avec la CIA, il s'est retrouvé en danger croissant, menant à une fin dramatique de l'opération. Tolkachev a rencontré un certain nombre de défis techniques en collectant en secret l'immense quantité de données à sa disposition. La caméra miniature fournie en février 1979 était difficile à utiliser. Elle nécessitait plus de lumière que disponible et sa petite taille la rendait difficile à tenir stable, entraînant des images floues. Tolkachev s'est plaint du bruit fort de la caméra et du besoin de la poser sur des livres pour atteindre la bonne hauteur pour photographier. En juin 1979, Tolkachev a suggéré d'utiliser un appareil photo classique de 35 mm et d'emporter des documents sensibles chez lui pendant la pause déjeuner pour les photographier. Cette suggestion a porté ses fruits. Lors des réunions d'octobre et décembre 1979, Tolkachev a fourni plus de 150 rouleaux de pellicules de grande qualité avec des notes et de nouvelles informations. Tolkachev a cependant également reçu 6 nouveaux appareils photo-espions miniatures à utiliser dans son bureau, une décision qui s'est révélée judicieuse. En décembre 1979, l'Institut de Tolkachev a mis en place de nouvelles mesures de sécurité qui lui ont rendu difficile d'emporter des documents sensibles chez lui pour les photographier. Auparavant, le personnel de l'Institut pouvait emprunter un nombre illimité de documents à la bibliothèque, à condition de les rendre avant la fin de la journée, mais désormais ils devaient laisser leur badge d'accès à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des documents. Tolkachev ne pouvait pas sortir du bâtiment sans montrer son badge, l'empêchant d'emporter des documents chez lui. Tolkachev devait donc photographier les documents à l'Institut avec les nouveaux appareils espions, qu'il jugeait sûrs d'utiliser uniquement dans les toilettes des hommes, selon ses informations à la CIA. Malgré le danger et la difficulté, Tolkachev a exposé toutes les pellicules de 4 des 6 appareils photo pendant cette période et a remis les films à un officier traitant de la CIA lors d'une rencontre en personne en février 1980. Malgré le succès des nouveaux appareils photo miniatures donnés à Tolkachev, il préférait photographier les documents chez lui avec son Pentax 35 mm. Il trouvait toujours les mini-caméras de la CIA difficiles à utiliser en raison du faible éclairage et de l'instabilité de l'appareil.
Pour contourner les nouvelles restrictions de sécurité, Tolkachev a proposé que la CIA falsifie son badge d'accès à l'immeuble pour qu'il puisse laisser l'original à la bibliothèque lors de la consultation de documents. Heureusement, les nouvelles mesures de sécurité ont été annulées en février 1980 suite aux plaintes de la majorité du personnel de l'Institut, rendant le faux badge d'accès à l'immeuble de Tolkachev inutile. En juin 1980, Tolkachev a pu reprendre la photographie de documents chez lui et a remis près de 200 rouleaux de films, la plus grande quantité jamais remise en une seule rencontre. Selon une note du ministère de la Défense de décembre 1979, les renseignements fournis par Tolkachev ont incité l'armée de l'air à changer radicalement de cap, sur un système électronique valant plusieurs millions de dollars pour l'un de ses derniers avions de chasse. Tolkachev a été grandement loué pour les informations qu'il a fournies sur les derniers systèmes soviétiques de missiles solaires et les tests de protection des radars des avions de chasse soviétiques contre le brouillage. En juin 1980, Tolkachev a fourni des informations uniques sur un nouveau modèle d'avion soviétique, de nombreux détails sur les modifications d'un autre avion de chasse soviétique et des documents sur plusieurs nouveaux systèmes de missiles aéroportés. Les informations que Tolkachev fournissait étaient d'une nature tellement secrète et à un stade si précoce de développement qu'il a été estimé que la valeur de ces informations ne diminuerait pas avant au moins 8 à 10 ans, car il faudrait autant de temps aux soviétiques pour concevoir, tester et déployer une nouvelle technologie afin de remplacer ce qu'il avait compromis auprès de la CIA au cours de l'opération. Plusieurs agents géraient l'espionnage de Tolkachev. Bien que John Gailshire n'ait pas recruté Tolkachev directement, il a rapidement établi une relation de confiance et un système de rencontres efficace avec lui. Gailshire a confié Tolkachev à un deuxième officier traitant, David Rolfe, en octobre 1981. Rolfe a également gagné la confiance de Tolkachev, mais avec le temps, son rôle d'officier traitant est devenu plus difficile à cause de la surveillance constante du KGB qui empêchait les rencontres. Au début de 1982, Burton Gerber, le chef de poste de la CIA à Moscou, a élaboré un plan pour renforcer les capacités du poste de Moscou en intégrant un petit nombre d'officiers traitants qui opéreraient sous ce qu'on appelle une couverture profonde et seraient totalement indétectables par le KGB. Ces officiers garderaient un profil bas en occupant des emplois discrets et en menant une vie ordinaire, minimisant ainsi l'attention du KGB. Cette approche était appelée « couverture noire » et visait à renforcer la sécurité. Robert Morris, sous couverture d'un bureaucrate du département d'État, fut le premier agent affecté à Tolkachev en juillet 1982. Au fil de l'avancée de l'opération, la CIA devait prévoir sa fin inéluctable. Cela incluait la planification de l'exfiltration de Tolkachev. La CIA avait rapidement accepté d'offrir l'exfiltration à Tolkachev et à sa famille, mais voulait retarder leur départ d'Union des républiques socialistes soviétiques le plus longtemps possible afin de maximiser les avantages de son accès. Tolkachev pensait aussi à la fin de sa relation avec la CIA, mais avec un point de vue différent. En avril 1979, il avait demandé une pilule empoisonnée ou une capsule de cyanure, affirmant ne pas vouloir être interrogé par le KGB en cas d'arrestation. Au début, les officiers de la CIA chargés de l'affaire ont résisté à ces demandes, mais ils ont finalement conclu que Tolkachev ne se laisserait pas dissuader et ont soumis la question au directeur de la CIA, qui a refusé d'autoriser la délivrance d'une pilule empoisonnée. En juin 1980, après avoir appris la décision, Tolkachev a écrit une lettre au directeur de la CIA. Dans la lettre, Tolkachev exposait les risques qu'il prenait et insistait pour qu'on lui donne les moyens de se suicider en raison de sa situation sécuritaire précaire. Tolkachev a souligné que si le KGB soupçonnait un jour une fuite d'informations, un examen des cartes d'autorisation de sortie des documents permettrait rapidement de l'identifier comme principal suspect. Izetons a également fait remarquer que si le KGB fouillait son appartement, il ne pourrait rien leur cacher. En ayant un moyen de se suicider, Tolkachev soutenait qu'il pourrait sans garder secret le volume de son activité ainsi que les méthodes par lesquelles il avait pu la mener. Après avoir considéré les questions d'éthique et de morale, la CIA a finalement cédé et fourni une pilule empoisonnée à Tolkachev. Dans la même lettre, Tolkachev a également exprimé son souhait que les préparatifs d'exfiltration pour lui-même, sa femme et son fils commencent dès que possible et a demandé des instructions sur ce qu'il devait faire pour soutenir la planification. Un plan d'exfiltration incluait une prise en charge en voiture à Leningrad, pour faire passer Tolkachev et sa famille en contrebande en Finlande dans une cachette spéciale du véhicule. Une alternative prévoyait une prise en charge près de Moscou et leur sortie du pays par avion ou véhicule modifié. En mars 1983, une note exposant le plan et proposant une rencontre en avril a été remise à Tolkachev, qui a finalement renoncé à l'exfiltration.
Tolkachev a expliqué que sa femme et son fils refusaient de quitter l'Union des républiques socialistes soviétiques par amour pour leur patrie et par peur du mal du pays. À l'été et au début de l'automne 1983, la CIA a rencontré des difficultés pour organiser des rencontres avec lui. 5 tentatives de rencontres avec l'agent ont échoué, Tolkachev manquant 3 rendez-vous et la CIA étant incapable de semer la surveillance lors de 2 autres. Finalement, en novembre, Tolkachev et son officier traitant ont pu se rencontrer et l'agent a remis des notes manuscrites mais aucun film, invoquant des préoccupations de sécurité. La raison pour laquelle Tolkachev avait manqué ses rendez-vous et l'augmentation de la surveillance du KGB était une enquête de sécurité menée en avril 1983 au sein du bureau de Tolkachev. L'enquête portait sur des soupçons de fuite d'informations concernant un système de reconnaissance de cibles pour avions de chasse soviétiques. Pendant l'enquête, Tolkachev, craignant pour sa sécurité, a cessé de prendre des photos pour la CIA. De plus, il s'est rendu dans sa datcha à la campagne où il a détruit des objets compromettants en sa possession et a brûlé des documents ainsi que l'argent que la CIA lui avait versé. Tolkachev semblait être sorti indemne de cette enquête. Entre avril et octobre 1984, la CIA a débattu de l'équilibre entre la productivité de Tolkachev et sa sécurité personnelle, cette dernière étant la priorité absolue. Tolkachev a donc été informé de ne plus photographier de documents chez lui, car leur transport depuis et vers son bureau était trop risqué. Tolkachev a insisté pour obtenir un appareil photo Pentax à utiliser chez lui, mais la CIA a jugé cela trop risqué et a refusé. Ils lui ont aussi conseillé de ne pas solliciter l'accès aux documents sans lien direct avec son projet en cours. Tolkachev était indéniablement un homme incroyablement déterminé, et cela se voyait dans les risques toujours plus grands qu'il prenait pour obtenir des documents et des informations secrètes pour la CIA. Il souffrait d'hypertension artérielle et il y avait des doutes concernant sa santé et sa capacité à continuer de fournir de bons renseignements. Malgré les efforts de la CIA pour ralentir Tolkachev, il a continué sans relâche. En janvier 1985, Tolkachev a de nouveau rencontré son officier traitant de la CIA, fournissant encore des renseignements utiles et des informations opérationnelles. Cependant, la CIA ignorait qu'une catastrophe était imminente. Début mars 1985, la CIA a voulu rencontrer Tolkachev, mais ce dernier n'a pas donné suite. Mi-mars, Tolkachev a semblé indiquer vouloir une rencontre en ouvrant un vasistas dans son appartement, signal convenu pour les rendez-vous. Il est toutefois possible qu'il essayait d'indiquer qu'il avait des ennuis, car Tolkachev ne s'est pas présenté au rendez-vous. Le silence régna jusqu'au 5 juin 1985, quand Tolkachev exprima son désir de se rencontrer. Cette fois, l'officier traitant n'a pas pu aller au rendez-vous à cause d'une forte surveillance du KGB. Le 13 juin 1985, la fenêtre de l'appartement de Tolkachev fut laissée ouverte, ce que la CIA interpréta comme un signe pour tenter une nouvelle rencontre. Compte tenu de la surveillance croissante du KGB, il fut décidé qu'un officier traitant de remplacement, Paul Skip-Stombao, assisterait à la rencontre. L'officier traitant ne détecta aucune surveillance en allant au lieu de rendez-vous et s'y dirigea. Cependant, à l'heure du rendez-vous, l'officier traitant fut soudainement arrêté par plus d'une douzaine d'agents du KGB en tenue de camouflage, cachés dans les buissons à proximité. Il s'est avéré que le KGB avait également intercepté le calendrier des rencontres de Tolkachev avec la CIA, et c'était en fait le KGB qui avait donné le signal à la CIA en ouvrant la fenêtre de l'appartement. Toute l'affaire était un piège du KGB. Le colis que l'officier traitant transportait pour Tolkachev a été ouvert et enregistré en vidéo. L'officier traitant a été relâché à 0h20 après avoir été détenu à 21h40. L'officier traitant et sa famille ont dû fuir le pays une semaine après l'arrestation. Le 8 juin 1985, quelques jours avant l'arrestation de Stombauer, Tolkachev et sa femme Natasha profitaient de quelques jours de repos à leur datcha. Tolkachev avait déjà été compromis et le KGB a fouillé son domicile en son absence, découvrant la pilule L qu'il avait laissée derrière lui et d'autres preuves accablantes de ses activités d'espionnage. En route chez des amis le 9 juin 1985, Tolkachev et sa femme sont tombés sur un barrage de police. Ce genre de choses était courant à Moscou, mais rare ailleurs. Tolkachev est sorti de la voiture et, en s'approchant du poste de contrôle de la police, il a été soudainement accosté par derrière et saisi par des agents du KGB. Un chiffon imbibé de chloroforme a été plaqué sur sa bouche et il a été poussé dans une camionnette qui attendait. Il a été fouillé puis conduit à Lefortovo, la prison tristement célèbre du KGB à Moscou. L'opération la plus précieuse de la CIA s'est terminée à son insu.
Il existe différentes théories sur l'identité de la personne qui a révélé le secret de Tolkachev, mais deux noms reviennent sans cesse, Aldrich Ames et Edward Lee Howard. Aldrich Ames est un ancien officier de la CIA devenu agent double pour le KGB, qui purge une peine de prison à vie après avoir été condamné pour espionnage contre les États-Unis en 1994. Il est connu pour avoir compromis de nombreux agents classifiés de la CIA, notamment en 1985, juste avant l'arrestation de Tolkachev. Edward Lee Howard, un autre ex-agent de la CIA, est également soupçonné d'avoir révélé Tolkachev au KGB. Howard a été informé de l'opération Tolkachev en 1983 et il était préparé pour une mission prévue à Moscou cet été-là. Cependant, Howard a été renvoyé de son poste en 1983 suite à une enquête de sécurité. Selon le transfuge soviétique Vitali Yurchenko, Howard a contacté le KGB en Autriche en septembre 1984 et a commencé à fournir des informations sur les opérations de la CIA et leurs agents. En 1986, l'agence de presse soviétique, agence télégraphique de l'Union soviétique, a rapporté l'arrestation, le procès, la condamnation et l'exécution de Tolkachev. Les détails du procès sont flous car ils étaient rarement rapportés en Union soviétique. On dit que Tolkachev a été condamné pour haute trahison sous la forme d'espionnage et qu'il a été condamné à mort après le rejet de son appel. Les exécutions en Union soviétique étaient normalement effectuées par un peloton d'exécution et on pense que ce fut le sort de Tolkachev. Les informations fournies par Tolkachev pendant les environ 6 années où il a opéré comme espion pour les États-Unis étaient extrêmement précieuses et ont été exploitées et complétées par une petite équipe hautement compartimentée jusqu'à environ 1990, même après son arrestation en 1985. Suite à l'arrestation de Tolkachev, sa femme Natasha a aussi été poursuivie, étant au courant de son espionnage. Elle a refusé de dénoncer son mari et a écopé de 3 ans dans un goulag soviétique. Natasha a été libérée après 2 ans lors d'une amnistie. De retour à Moscou, elle est décédée d'un cancer de l'ovaire. Le 31 mars 1991, elle avait demandé une aide médicale aux États-Unis, mais sans réponse. L'Amérique ne l'a apparemment pas reconnue pour ce qu'elle était. L'épouse de leur ancien atout le plus précieux, Oleg Tolkachev, est restée à Moscou et, à ce jour, elle est une architecte de renom. Que vous considériez Tolkachev comme un héros ou un traître, il est indéniable qu'il a été extrêmement efficace en tant qu'espion, atteignant absolument ses objectifs d'infliger le maximum de dégâts à l'Union soviétique en un minimum de temps. Son refus d'accepter un plan d'exfiltration semble indiquer que Tolkachev avait peut-être accepté que le chemin qu'il s'était choisi le condamnait à vivre en sursis. Il était unique dans son objectif et sa détermination. Les agences de renseignement occidentales le rappelleront comme l'espion à $1 milliard.